Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Ce soir, le thème c'est Paris 50 degrés, comment construire une ville bioclimatique. Paris 50 degrés, ce qui était de la science-fiction à une époque, est en train de devenir une réalité. On le voit bien, on a des vagues de chaleur de plus en plus importantes. Pour exemple, en 2019, on a eu des températures de plus de 40 degrés à Paris. La même chose en 2022. Donc on voit que ces changements climatiques, ils arrivent de plus en plus, plus vite que ce qu'on ne le pensait, même si de toute façon les scientifiques ont toujours prévu que ce changement arriverait dans ces délais, mais on s'aperçoit vraiment de plus en plus du changement. On voit que les projections aujourd'hui, en 2050, c'est une vingtaine de jours de canicule à Paris, associée à ce qu'on appelle les nuits tropicales, c'est-à-dire une température qui ne redescend pas en dessous des 20 degrés, donc le corps qui n'a pas la possibilité de se reposer de cette chaleur. On sait aussi que en termes de précipitations, on est sur des pluies qui vont s'intensifier, se concentrer, s'intensifier, ce qu'on appelle les pluies diluviennes. Donc un certain nombre d'événements climatiques qui vont changer le climat de notre ville. Et donc toute la question, c'est comment on arrive à, d'une part, atténuer notre impact le plus rapidement possible, mais aussi adapter la ville pour pouvoir s'adapter à ce climat. Et donc, aujourd'hui, grâce aux écologistes, Paris a commencé à enclencher sa transformation. Mais tout le monde dit maintenant, il faut aller plus vite, plus loin. La question, c'est comment ? Et c'est la question qu'on va poser ce soir, comment être au rendez-vous du défi climatique de 2050 ? Alors, pour y répondre, le collectif Paris d'Avenir a travaillé sur un certain nombre de propositions pour construire cette ville bioclimatique autour de 5 piliers. Une restauration municipale à 100% végétarienne, une ville alimentée à 100% en énergie renouvelable, un Paris 100% piéton, et un Paris avec 100% de rues végétalisées et un Paris avec 100% d'écoles bioclimatiques. Pour en échanger ce soir, j'accueille et je remercie les intervenants et intervenantes d'être présents. Donc Rémi Bastien, cofondateur d'EnnoGreen, une société dans les énergies renouvelables, et donc Rémi Bastien qui n'est pas adhérent des écologistes. Merci beaucoup d'être là. Charlotte Nenner, qui fait partie du bureau de la commission transport des écologistes, conseillère régionale d'Île-de-France, très mobilisée sur les sujets, experte maintenant des sujets de mobilité. Merci Charlotte d'être avec nous. Et Sylvain Maschino, co-responsable de la commission conditions animales des écologistes et co-secrétaire de LV Paris 10e, enfin des écologistes du 10e, du centre, pardon, excuse-moi. Donc, du centre. Peut-être qu'on va commencer avec toi, Sylvain, sur la première mesure, donc vers une restauration 100% végétarienne et bio à Paris en 2050. Il y a déjà des choses qui ont été entreprises à Paris, avec le plan d'alimentation durable qui vise déjà une part de 40%. Et un certain nombre d'initiatives qui ont été mises, je pense notamment dans le 18e arrondissement, mais je sais que ça existe dans d'autres arrondissements, la mise en place d'une alternative végétarienne qui est proposée aux familles. Donc on avance, mais si on veut vraiment avoir un impact significatif, que ce soit en matière climatique, mais aussi ça croise le sujet réduire drastiquement l'exploitation animale, cette proposition est une des propositions qui est un des leviers les plus importants pour pouvoir atténuer notre impact sur le climat. Donc, je te laisse peut-être nous parler de tout ce contexte et tout la plus-value de cette mesure. Oui, merci beaucoup Anne-Claire de l'invitation et de porter cette mesure. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas, on doit regarder pour la caméra pour les personnes qui sont en ligne. Donc effectivement, porter l'alimentation végétale est un véritable levier de transition environnementale. On a la chance en tant qu'écolo finalement, puisque c'est un levier. Si on arrête de manger des animaux, c'est un levier qui va entraîner un ensemble de choses et qui sont toutes
aligné finalement avec notre projet écolo. Donc ici, le sujet, la thématique, je vais commencer par celle-ci, même si j'aurais préféré commencer par une autre, c'est un pari bioclimatique. Donc on va parler forcément du levier exceptionnel qu'est l'alimentation végétale pour lutter contre le changement climatique, puisqu'on le sait maintenant, les rapports le montrent du GIEC notamment, l'élevage est responsable de plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Il représente 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Pour atteindre la fameuse neutralité carbone que l'on veut d'ici 2050, la stratégie nationale bas carbone engage la France notamment à réduire ses émissions de CO2 dans le secteur agricole de plus de 46%. Pour rappel, dans l'assiette des Françaises et des Français, la viande et les laitages représentent près de 84% de l'empreinte d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il y a vraiment une urgence et que c'est vraiment l'action qui devrait être priorisée pour faire face finalement à ce changement climatique. Il faut maintenant commencer à réduire ou arrêter la consommation de produits d'origine animale. Donc là j'évoquais le changement climatique, mais si on continue là-dessus, on peut aussi évoquer d'autres limites planétaires. On pense à l'érosion de la biodiversité notamment. Donc on voit que l'élevage va impacter directement la biodiversité par le changement de l'usage des sols, par la perturbation du cycle de l'azote par exemple, ou tout simplement les pollutions de l'air, de l'eau et de la terre. Donc là c'est vraiment l'empreinte écolo, c'est pour parler aux écolos, on est sur l'empreinte environnementale, mais on peut faire un pas de côté, comme je disais, ça aurait pu commencer par là, avec aussi chez les écologistes, on est un des premiers partis animalistes. Et donc, c'est bien aussi de rappeler que depuis 2014, le Code civil reconnaît le caractère sensible de tous les animaux et que chez nous, les écolos, depuis 2024, on va beaucoup plus loin, puisque maintenant, on reconnaît la sentience. Donc, la sentience, c'est quoi ? C'est défini comme tel par maintenant l'ensemble du monde scientifique. C'est la capacité des êtres vivants à ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On pense à la douleur, à la joie, à la tristesse. Donc c'est vraiment cette capacité à vivre des expériences subjectives. Donc sur ces canapés, on est toutes et tous des êtres sentients, mais le cochon est aussi un être sentient, le chien est un être sentient. Donc on voit bien que finalement la défense de la condition animale, c'est une question de justice sociale. Et là, c'est un autre pilier, on était sur l'environnement, et là on va parler de justice sociale, qui est aussi un pilier qui est fort. Je sais que c'est un pilier que tu portes fortement à Paris notamment, et qui est dans le triptyque de l'écologie politique. Pourquoi c'est une question de justice sociale ? Puisque finalement l'exploitation animale et les inégalités sociales se basent sur les mêmes vecteurs économiques, culturels, qui se fondent sur la domination finalement. Donc, il est nécessaire de repenser la caractérisation morale et finalement politique en déconstruisant peut-être la hiérarchie entre ces différentes espèces sentientes pour peut-être imaginer une justice globale où en fait on se bat toutes et tous contre l'ensemble des oppressions, des dynamiques de domination qui peuvent exister. Peut-être aussi évoquer des chiffres qui sont un peu importants, parce qu'on parle souvent d'exploitation animale, mais finalement c'est assez abstrait. Qu'est-ce qu'on met finalement à l'exploitation animale ? Parce qu'on ne voit pas ces animaux qui sont exploités autour de nous. Ils sont loin, généralement c'est à l'état sauvage, c'est loin, ou alors ils sont dans notre assiette et c'est des aliments. Peut-être rappeler un chiffre, l'exploitation animale, c'est tous les jours 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus dans les abattoirs en France. Donc 3 millions. À l'échelle de la planète, il faudrait 2 jours pour qu'il n'y ait plus d'humanité. Et là, je parle uniquement des animaux terrestres. Si on parle des animaux aquatiques, c'est des chiffres qui nous amènent... voilà. Je préfère pas les évoquer. Et donc, effectivement, pour finir là-dessus, on voit que cette exploitation de masse d'animaux sensibles est finalement, on pourrait dire, une espèce d'échec, de faillite morale de l'humanité, d'une part, et d'autre part, il nous amène dans ce fameux mur climatique et donc vers un grand risque d'inhabitabilité de la planète. Merci beaucoup, tu as rappelé ces chiffres. En effet, on voit que derrière une mesure qui peut paraître pas anodine, mais c'est vrai que derrière, c'est vraiment une mesure qui a un impact extrêmement important, que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en effet sur l'artificialisation des terres, l'érosion, toutes les pollutions, tu l'as bien rappelé, toute la question liée à la condition animale qui est une véritable, qui a une ampleur très importante. Il y a la question de la santé aussi qui, moi, me tient à cœur en tant qu'adjointe à la santé, où on voit que la consommation de viande est liée à des maladies comme des maladies cardiovasculaires, le diabète, la question aussi des médicaments.
puisque derrière ces élevages intensifs qui ne sont pas du tout adaptés, qui ne préservent en rien en plus le bien-être animal et n'ont pas en effet d'attention particulière pour le bien-être animal, et donc qui font tenir finalement les animaux en mettant des médicaments et qui créent aussi une forme de résistance ensuite dans la chaîne alimentaire aux antibiotiques. Donc on voit qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux liés à la santé. Donc sur tous les plans, on a intérêt à mettre en place cette mesure. Alors aujourd'hui, on a une réglementation nationale qui n'est pas complètement adaptée. Et donc, ça veut dire aussi se battre au niveau national pour faire changer la loi, parce que c'est toute une vision culturelle en France aujourd'hui de la place de la viande et du poisson. Et donc, cet objectif, le travail a commencé sur les cantines, mais bien l'objectif de cette mesure, c'est aussi de pouvoir l'étendre à toute la restauration municipale, puisque la ville de Paris, c'est aussi la restauration dans les EHPAD, c'est la restauration des agents de la ville de Paris. Comment on peut mettre en place cette mesure à Paris ? Oui, donc effectivement, tu l'as évoqué, il y a un cadre, donc il y a un arrêté qui fait un peu loi du 30 septembre 2011 sur les qualités nutritives de l'alimentation, de la restauration notamment, et donc qui impose sur 20 jours notamment l'obligation d'avoir au minimum 4 repas, 4 repas avec de la viande et 4 repas avec des poissons. Et donc, la raison qui est indiquée, c'est notamment pour pas que nos enfants ont des carences en vitamine B12 ou en fer notamment. Donc là, il y a deux sujets. Déjà, cette loi, qu'est-ce qu'on en fait ? Cet arrêté, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il faut une articulation avec le national, et on a des super députés à l'Assemblée nationale qui pourront travailler, œuvrer, proposer une loi pour faire avancer la chose et l'enlever. Deuxièmement, rappeler que maintenant, il y a quand même un consensus médical sur le fait que l'alimentation végétale bio, qui plus est équilibrée, puisque à partir du moment où on mange des légumes, on mange des fruits, on mange des céréales complets et des légumineuses, en réalité, c'est plutôt sain. Pour la santé, tu l'as évoqué, ça permet de réduire les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., etc. Or, on le sait, les jeunes consomment de plus en plus de produits ultra transformés et qui sont forts en graisses saturées, etc. Et donc plutôt, pour rebondir sur cette loi, en fait, c'est plutôt une amélioration de la qualité nutritive de plats, puisqu'en proposant plus de végétal, finalement, on va réduire auprès des jeunes Parisiens et Parisiennes et l'ensemble des habitants habitantes auxquels on a la main pour accéder à l'alimentation, la part de viande, notamment la part de viande rouge, qui peut être souvent, qui amène à des cancers lorsqu'elle est consommée de manière excessive. Il y a peut-être un sujet aussi que je voulais évoquer, qui est souvent évoqué quand on parle de végétaliser l'alimentation des enfants, c'est de se dire, mais finalement, les cantines, c'est pas une mesure de justice sociale. Parce que dans les cantines, c'est parfois le seul plat où on peut avoir de la viande et du poisson. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt faux, puisqu'en fait, les jeunes qui sont issus de milieux plus populaires, plus précaires, en réalité, ils vont manger beaucoup plus de viande que les autres, notamment du bœuf et du porc. Et en réalité, les enfants parisiens qui viennent de milieux plus favorisés, parce que plus grand pouvoir d'achat, parce que le temps de cuisiner, parce qu'une sensibilisation sur l'impact de l'alimentation, vont consommer beaucoup moins de viande. Donc finalement, l'inégalité sociale dans l'assiette des Parisiens et des Parisiennes, elle se situe au niveau de l'alimentation végétale et non au niveau de l'alimentation plutôt carnée, au niveau de la viande. Donc c'est bien de le répéter, c'est souvent un argument qu'on a tendance à nous sortir. Et donc c'est en ça aussi que c'est en vrai une vraie mesure de justice sociale. Je souris parce que j'allais y venir, donc très bien. Mais en effet, cette question, ayant été adjointe à la politique de la ville, puis maintenant adjointe à la santé, en effet, on voit les chiffres dans les quartiers populaires les taux d'obésité liés justement à cette question de la consommation de produits transformés et qui est liée aussi au problème de précarité. Donc, en effet, cette mesure, non seulement elle est bonne pour le climat, mais en plus, c'est une mesure de justice sociale puisque c'est 100% végétarien et bio dans les cantines avec l'objectif d'avoir une production la plus locale possible. Donc, ça veut dire des aliments de qualité pour l'ensemble des personnes qui fréquenteront les établissements publics de la ville, et je pense en particulier aux enfants. Ça concerne, il y a aussi toute la question du bio dans les crèches qui est importante aussi. Donc c'est comment, dès le plus jeune âge, la ville de Paris permet aux petits Parisiens, Parisiennes et un maximum de Parisiens, Parisiennes, en particulier les plus défavorisés, d'avoir un accès à l'alimentation. C'est en lien aussi avec la sécurité sociale de l'alimentation
qu'on porte en tant qu'écologiste, on a 3 expérimentations qui sont en cours de lancement sous l'impulsion des élus écologistes, et je pense notamment à Lila Djellali dans le 20e, Léa Balach dans le 18e et Sidonie dans le 14e, de lancer ces expérimentations, puisque là encore, on a à la fois ce dispositif qui prévoit un accès universel à une alimentation de qualité en intégrant la question de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire aussi comment on fait ses propres choix en matière d'alimentation, en articulation aussi avec les producteurs, productrices d'Île-de-France, puisque l'objectif, c'est bien de favoriser, et là encore, ça fait partie de la chaîne qui permet de limiter l'impact, puisqu'on sait que l'impact des exploitations bio est bien moindre sur l'environnement que celui de l'élevage intensif. Et donc là encore, ça participe au fait qu'on puisse limiter notre impact sur l'environnement. Donc voilà, une mesure très complète qui s'inscrit dans une politique globale en termes d'alimentation portée par les écologistes. Je pense aussi à tout ce qui a été développé autour de l'économie sociale et solidaire sur la question du bio, y compris les expérimentations de tarification sociale portées par exemple par Saveurs en Partage dans le 20e. Donc c'est vraiment tout un panel de dispositifs qui permettent au final, on pourrait rajouter aussi la question des petits déjeuners, des goûters dans les écoles, donc qui permettent à la fois d'avoir accès à une alimentation de qualité, tout en permettant à ce qu'elle soit accessible à toutes et tous, et donc de lutter contre les inégalités sociales. Je vais me tourner maintenant vers Charlotte, d'abord vers Rémi, pardon, sur la mesure 100% énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, le plan de climat de Paris ambitionne 100% d'énergie renouvelable en 2050, dont 20% produite à Paris. C'est un objectif très ambitieux, puisqu'on sait que ça met du temps en plus de construire des moyens de production issus d'énergie renouvelable. Je suis aussi bien placée parce que je suis ingénieure dans les énergies renouvelables et j'ai travaillé 10 ans pour développer des projets éoliens. Alors c'est un peu moins d'actualité à Paris, mais en effet, ça demande derrière l'objectif ambitieux, ça nécessite de mettre en place une vraie planification à Paris pour pouvoir atteindre cet objectif en s'appuyant sur un certain nombre de ressources dont dispose le territoire. Il y a la question de la géothermie, il y a la question du photovoltaïque, la question du réseau de chaleur et comment on arrive à l'alimenter en énergie renouvelable, la question aussi de développer un réseau de froid. On a la chance à Paris d'avoir un circuit d'eau non potable qui peut être exploité. C'est vrai qu'on parle peut-être un peu moins maintenant du scénario négawatt, mais c'est aussi aller vers 100% d'énergie renouvelable. C'est pas que produire de l'électricité avec des énergies renouvelables, c'est aussi optimiser. Et c'est là où la question de la rénovation énergétique des bâtiments est très importante et donc on doit pouvoir continuer et l'accélérer. Et c'est aussi être plus sobre dans sa consommation d'énergie. Les projets, peut-être dans un premier temps, souligner et présenter un projet qui a été porté par Enogrid, qui est porté par Enogrid en lien avec notamment des bailleurs sociaux, qui permet à la fois de conjuguer production d'énergie en circuit court, mais je ne vais peut-être pas en dire plus et je vais te laisser présenter ce projet. Merci beaucoup, puis merci également pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Donc oui, effectivement, si je reprends un peu le format sur les enjeux globaux autour de la transition énergétique, aujourd'hui, le mix énergétique français, c'est 48% qui sont encore issus des énergies fossiles. Et donc, le but, bien évidemment, c'est de décarboner tout ça. Et pour faire ça, les énergies renouvelables sont quand même la solution qui, déjà à court terme, sont la seule solution qui existe. Et même à moyen terme, sont la seule solution soutenable.
Donc, nous et nos grids, partant de ce principe-là, on se dit va falloir produire plus d'énergie. La question, c'est comment on va la produire, où est-ce qu'on va la produire et comment on va la valoriser. On aime bien le principe de se dire que produire à l'endroit où l'énergie est consommée, ça fait du sens. Utiliser des surfaces qui sont déjà anthropisées, ça fait du sens aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, au tout départ de l'aventure, on s'était demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un lien plus direct entre production d'énergie renouvelable et consommation ? Si je peux me permettre, je crois que les pertes dans les lignes électriques, c'est à la hauteur de 30%. Oui. De pertes. Donc, on voit l'intérêt énergétique de produire là où on consomme. Oui, effectivement, il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi l'intérêt de sensibilisation du consommateur. Je le développerai après, mais le fait d'être lié à une production locale, on change aussi ses habitudes par rapport à quand on ne réfléchit pas et on appuie sur l'interrupteur sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Donc, ce qu'on travaille chez NoGrid, et pour rebondir sur l'exemple du projet qu'on a développé avec la RIVP, c'est d'utiliser les panneaux solaires qui sont en toiture d'un bâtiment pour aller pas simplement, on va dire, vendre cette électricité sur le marché via des acheteurs obligés ou via des acheteurs privés, mais aller autoconsommer cette électricité, et pas seulement de manière individuelle, mais de manière collective. En utilisant le réseau public, on permet comme ça d'avoir une mutualisation de la production vers différents points de consommation, parce qu'on sait qu'un seul point de consommation, on ne va pas forcément pouvoir tout autoconsommer ce qui est produit, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une instantanéité de l'autoconsommation, mais alors que si on s'y met à plusieurs, ça marche bien. Et on a travaillé ça avec la RIVP, qui nous ont dit effectivement, nous autour de ce bâtiment, on a plein d'autres bâtiments qui pourraient profiter de cette électricité. Donc on a fait simple dans un premier temps, on a été uniquement chercher les parties communes de tous les bâtiments aux alentours. Il y en avait beaucoup, on a dû faire une sélection, ils nous ont envoyé une liste de, je crois, de milliers de bâtiments. On en a sélectionné à peine une vingtaine et ça nous a suffi pour autoconsommer l'intégralité de la production. Et après, partant de cette expérimentation, ça s'est dupliqué. Aujourd'hui, chez la RIVP, on a maintenant une petite dizaine de centrales qui fonctionnent comme ça, des centrales qui étaient en toiture, qui jusque-là revendaient leur électricité sur le marché. Et aujourd'hui, ces centrales en fait, servent à faire baisser les charges communes des locataires qui profitent de cette électricité locale. Donc c'est un principe qui aujourd'hui commence à se déployer pas mal en France. On a dépassé les 700 opérations d'autoconsommation collective un peu partout dans le territoire. Ça se fait principalement du photovoltaïque, mais aussi avec de l'hydraulique, ça commence avec de l'éolien. On commence à avoir de plus en plus de villes et de collectivités qui s'interrogent en disant qui est à produire de l'électricité. Maintenant, j'ai vraiment une réflexion sur qu'est-ce que je fais de cette électricité et comment je la valorise. Et le côté circuit court de l'électricité permet d'intégrer également les citoyens, que ce soit des particuliers ou des professionnels, à cette énergie. Ça permet aussi d'avoir une autonomie énergétique, alors pas au sens physique du terme, mais plutôt au sens économique du terme, de se dire on produit sur le territoire et c'est le territoire qui en profite et on est moins lié aux aléas aux variations de prix sur les marchés de l'électricité et ces choses-là. Donc quand j'entends Paris 100% énergie renouvelable avec 20% produit sur le territoire, évidemment moi je me dis l'autoconsommation collective, ça paraît être un modèle qui est intéressant en se disant la ville de Paris a un foncier assez énorme sur lequel il peut avoir des toitures disponibles pour installer des panneaux solaires. Je crois qu'il y a déjà un programme qui a été fait sur une dizaine d'écoles d'ailleurs qui est en cours. Et déjà, rien que sur le patrimoine de la ville de Paris, il y a un énorme potentiel, je pense, à aller développer des panneaux photovoltaïques, les parkings aussi, les ombrières. Avec les ombrières, on rejoint aussi un petit peu d'autres notions d'adaptation au changement climatique et aussi un petit peu toutes les copropriétés, ceux qui peuvent en tout cas, qui ont ce besoin aussi de maîtriser leurs charges, de maîtriser leurs factures d'électricité. Donc voilà, nous c'est un peu ce modèle qu'on défend, de se dire l'autoconsommation individuelle, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop à Paris parce qu'on habite tous dans des immeubles collectifs et autres. Autoconsommation collective dans les villes denses comme Paris, ça fait sens. Voilà. Nous, on essaye de porter ce modèle et d'enlever un petit peu la complexité pour les porteurs de projets de faire ça. Et on voit que dès qu'on a passé un petit peu ce frein, les résultats sont sont très probants de par les réductions sur les factures d'électricité des consommateurs, le fait qu'on peut intégrer n'importe quel type de consommateur. Là aussi, je rejoins le côté justice sociale.
un locataire dans un logement social, sans de l'autoconsommation collective, il n'a jamais accès à une électricité produite localement. Donc pareil, tous les gens qui habitent, qui nous regardent et qui habitent dans des appartements, à part à se mettre d'accord avec sa copropriété pour installer des panneaux solaires sur le toit, on ne peut jamais autoconsommer. Donc voilà, par rapport à par exemple dans des zones périurbaines ou dans des zones rurales où les gens installent des panneaux solaires en toiture de leur maison et autoconsomment à titre individuellement. Nous, c'est ça aussi qui nous plaisait dans ce modèle-là, c'est ce côté inclusivité du modèle qui permet de vraiment être ouvert à tout le monde. Et ensuite, la bonne surprise qu'on a eue, c'est ce changement d'habitude qui se crée quand les gens sont reliés à une production locale. Là, je fais un peu le lien avec l'alimentation. On commence aussi à avoir une prise de conscience quand on passe végétarien, quand on commence à acheter son alimentation, pas seulement dans les grandes surfaces, mais au marché local. On a un petit peu un changement de mentalité qui s'opère. Et on voit, alors peut-être pas dans la même mesure, mais un petit peu aussi le changement de mentalité qui s'opère quand on fait partie d'une opération d'autoconsommation collective. De se dire, tiens, si je consomme à tel moment, est-ce qu'il y a de la production ou pas ? Est-ce que c'est à ce moment-là que je fais démarrer ma machine à laver, ou est-ce que par habitude je continue à la lancer la nuit ? Voilà, toutes ces choses-là, je trouve ça assez intéressant. Et ce côté aussi, embarquer tout le monde dans la transition énergétique, plutôt que la transition énergétique soit vraiment quelque chose de très vertical, où on nous dit, bon voilà, c'est comme ça que ça se passe et réfléchissez pas trop. Là, on rentre dans des modèles finalement de réappropriation de la question énergétique par le citoyen, et c'est aussi ça qui nous intéresse chez Enogrid. Et est-ce que vous avez une idée de la baisse, du pourcentage de baisse des charges grâce à l'installation ? Et aussi, est-ce que vous mettez en place des programmes d'accompagnement, en effet, pour dire, en fait, les panneaux photovoltaïques vont consommer la journée, donc peut-être programmer votre machine plutôt que la mettre la nuit, mettez-la la journée. Est-ce qu'il y a comme ça alors on va dire pour un appartement on va dire taille moyenne, à l'instant T au prix de l'électricité aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que le prix de l'électricité est amené à monter, c'est des économies de facture pour les locataires, enfin pour les gens dans l'appartement, qui peuvent aller de 100 euros par an pour les petits appartements à monter à 200-300 euros par an pour les gros appartements. À peu près hors de grandeur, sachant que c'est avec le prix tel qu'on connaît aujourd'hui l'électricité. Ensuite, sur les changements d'habitude, on a été étonné parce que notamment dans les logements sociaux, le bailleur se doit de faire une campagne d'information auprès de ses locataires quand il va faire une opération d'autoconsommation collective. Donc on accompagne souvent les bailleurs à faire ça. Et on voit que les changements d'habitude se font vraiment assez naturellement. On voit on voit les graphiques de consommation évoluer entre avant l'autoconsommation collective, après l'autoconsommation collective, les fameux pics qu'on connaît, pics de vraiment 7h du matin et 19h. On voit de plus en plus de choses qui arrivent sur le milieu de la journée. Alors aujourd'hui, c'est très vrai pour les retraités, parce que ils sont chez eux toute la journée, donc ils ont un peu plus facile à changer leurs habitudes. Il y en a qui ont vraiment des choses très très impressionnantes, des gens qui sont passés en autoconsommation collective à quasiment 50% d'autonomie grâce à ça, juste en changeant leur habitude. Et après, pour certains, c'est un petit peu plus compliqué pour les actifs, mais on a un vrai programme R&D aujourd'hui qui était financé par l'ADEME, qui a donné des résultats probants. On a commencé à faire aussi des expérimentations, on fait des prévisions de l'autoconsommation collective pour envoyer un petit peu des messages d'information aux participants, en leur disant semaine prochaine, si vous arrivez à consommer à tel moment, ça sera mieux pour vous. Et on voit que les résultats sont très bons. On augmente les performances entre 5 et 10%. Donc on va essayer de continuer à faire ça. Pour nous, c'est aussi, l'autoconsommation collective, une fois qu'on a lancé le projet, ça ne doit pas être passif. On cherche vraiment à optimiser les résultats, à faire grossir les opérations. Pour nous, c'est un objet vivant, et donc il faut continuer à animer. Et aussi le fait de mettre dessus de la pédagogie, ça fait jamais de mal, surtout dans un sujet où jusqu'à présent, c'était un petit peu consommé, il n'y a rien à voir. Alors qu'avec ça permet vraiment, encore une fois, de se réapproprier le sujet. C'est ça aussi qui nous intéresse. Et est-ce qu'on sait quelle part pourrait prendre l'autoconsommation collective dans la consommation parisienne ? Est-ce que vous avez déjà fait des projections ? Non, des projections comme ça, c'est assez compliqué. Déjà parce que
nous, dans notre métier chez Enogrid, c'est pas nous qui développons les panneaux photovoltaïques, qui les installons. Donc on s'est jamais trop penché sur le cadastre solaire de Paris et surtout avec la problématique quand même des architectes des bâtiments de France où c'est quand même pas la ville la plus simple pour aller installer des panneaux solaires. Donc honnêtement, je ne saurais pas dire la capacité d'installation en méga ou en gigawatts crête de Paris. Et on voit bien de toute façon qu'à Paris, cet objectif de 100% énergie renouvelable, si on se donne les moyens, il est envisageable puisqu'on a à la fois la géothermie, on voit qu'on a de plus en plus de projets, enfin les nouveaux projets d'urbanisme sont quasiment alimentés que par de la géothermie. On l'a vu avec le quartier Batignolles, qui est complètement alimenté par de la géothermie. On voit aussi le réseau de chaleur qui peut être développé sur la ville, sur un territoire plus grand, à condition qu'il soit alimenté et qu'il y ait une transition qui soit faite pour qu'il soit alimenté avec au fil du temps de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc on voit qu'on a cette potentiel, même à Paris, où territoire très, une ville où on se dit forcément c'est pas forcément à Paris qu'on peut produire des énergies renouvelables. En fait, ce que montre tout ce que vous réalisez, c'est que oui, c'est possible. Alors on produira pas 100% de notre consommation à Paris, mais qu'on peut réussir à produire une part très importante grâce aux énergies renouvelables. Et là encore, on voit bien ces enjeux qui se combinent. Je trouve très intéressant. Je trouve que l'exemple et le projet que vous portez est très intéressant parce qu'on voit bien à la fois l'impact sur le climat, on voit cet impact qui permet de... Et quand on connaît le poids de la facture d'électricité pour les ménages les plus précaires, on voit que 100 € pour un petit appart ou 200, 300 € pour une famille, c'est énorme en fait dans le budget d'une famille. Donc on voit l'impact très direct d'un point de vue financier et cette réflexion qui se met en œuvre sur diminuer aussi sa consommation qui, là encore, permet d'avoir un impact positif. Et on sait d'ailleurs que parfois les gens ont tendance, je reviens toujours un peu à mes sujets de santé, mais les gens parfois ont tendance à surchauffer les appartements. Et c'est vrai qu'enclencher alors que, en fait, avec des températures plus basses, on peut être en meilleure santé, avoir une atmosphère moins humide dans un appartement. Enfin, ça a aussi un impact. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une démarche globale derrière un sujet qui peut paraître un peu technique. Merci beaucoup pour cet exemple. Je vais passer maintenant à notre mesure 100% piéton. On voit bien l'évolution qui, aujourd'hui, la transformation de Paris avec de nombreuses pistes cyclables, une réduction importante de la place de la voiture. Et là encore, on voit qu'au-delà de l'impact sur le climat, le premier bénéfice de la réduction de la place de la voiture et du développement du transport en commun, du vélo, de la marche à Paris, c'est un bénéfice de diminution drastique, jusqu'à moins 40% pour certains polluants, de diminution sur 10 ans. Donc on voit, et quand on connaît là encore le lien avec les maladies respiratoires, je crois que c'est 6 000 décès prématurés par an, aussi la pollution de l'air en Île-de-France. Tout à fait. Donc on voit à quel point cette transformation elle est importante pour nos modes de vie. Peut-être qu'on se dit qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui, je crois qui revient beaucoup sur la question des mobilités. Maintenant, c'est comment on se partage l'espace pour se sentir en sécurité, pour se sentir à l'aise dans ses déplacements, avec parfois peut-être certains conflits d'usage qui peuvent créer une certaine tension dans la ville, alors que les choses vont dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un peu de place pour la voiture et on aurait besoin de beaucoup plus de place pour les vélos et les piétons. Ça rejoint aussi des enjeux de privatisation d'espace public qu'il faudra aborder. Et tout l'enjeu on propose de mettre en place une convention citoyenne sur les mobilités pour essayer de faire évoluer et de continuer à transformer. Pour moi, je l'espère, un jour réussir à supprimer la voiture individuelle de notre ville, ce qui, à mon avis, permettrait
permettrait de pouvoir réussir à mieux articuler ces différentes mobilités et qu'on puisse se sentir en sécurité quand on est piéton, se sentir en sécurité de faire du vélo avec ses enfants, ce qui serait chouette si on arrivait à avoir des enfants à vélo sur les pistes cyclables parisiennes. Je te laisse un peu peut-être revenir aussi sur le contexte en termes de mobilité et comment on peut atteindre ce 100% piéton. Alors, effectivement, je pense que c'est important de partir du contexte. Un petit peu comme l'alimentation, l'énergie, il faut revenir au sujet climat, puisqu'on sait que les mobilités, c'est environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà, on ne peut pas faire une politique climatique sans parler mobilité. Et puis, on a aussi le contexte de la pollution et on a le contexte du bruit. Qui fait que Paris reste, malgré toutes les transformations dont tu as parlé, une ville difficile à vivre. Et en bonne partie, c'est dû aux moteurs, à la présence trop importante des moteurs dans la ville. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut assumer de plus en plus cette ambition de réduire la circulation motorisée en ville. C'est un peu ce que font toutes les grandes villes depuis des années. À Paris, ça a commencé depuis 2001, depuis justement le fait que les écologistes soient en responsabilité, notamment sur ces sujets-là. Et on a constaté que plus la part des écologistes, le poids des écologistes est fort dans la majorité, plus la baisse de la circulation automobile est importante. Donc, on peut comparer Tibéri, on peut comparer Delanoë 1, Delanoë 2, Anne Hidalgo 1, et en fait, on constate que quand les écologistes sont forts, effectivement, on baisse la circulation automobile. Donc, c'est une stratégie qui est poursuivie depuis des années et puis qui commence à porter ses fruits puisqu'on commence à le constater. Maintenant, on a en fait ce qu'on a poursuivi comme stratégie pour faire baisser la circulation automobile, c'est un peu toujours la même stratégie. C'est-à-dire qu'elle est basée sur une politique de l'offre alternative. Donc, on ne va pas demander aux gens de ne pas prendre la voiture, on va leur offrir une alternative, que ce soit en transport en commun ou en vélo. Ça a aussi beaucoup été développé. Et évidemment, la marche qui reste de toute façon le premier mode de transport en Île-de-France. Bon, ça, c'est la première stratégie. Au lieu de dire les voitures, on les interdit ou on les restreint, on va d'abord travailler sur les alternatives. Et puis, on va quand même travailler sur l'espace public. Ce que tu disais, l'espace public est contraint. Donc, voilà, on va grignoter l'espace public pour donner de plus en plus de place aux vélos, aux piétons, aux bus. Donc, ça, c'est ce qui a été poursuivi comme politique depuis 20 ans, qui marche. Mais je pense qu'on est à un point où il faut passer à la vitesse supérieure. Maintenant, on a besoin de s'attaquer vraiment à la circulation automobile parce que je pense que toute cette politique-là, elle est quand même très lente et qu'il faut beaucoup plus d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'on a encore, comme tu le disais, des gros problèmes de santé, des gros problèmes de mobilité sur lesquels on a encore une circulation résiduelle qui devient assez difficile à vivre. On voit les débats délirants qu'on a eus sur le périphérique, mais il faut voir la situation des gens qui vivent à proximité. Ils ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres. Donc c'est une situation où on est sur revendiquer un droit de base, le droit d'ouvrir sa fenêtre. Et je trouve que c'est très fort de partir justement du vécu de ces Parisiens qui sont évidemment dans les quartiers les plus populaires et les plus pollués. Et c'est eux qui vivent à proximité d'une autoroute urbaine. Ça reste une autoroute urbaine. C'est 500 000 personnes qui vivent à proximité du périphérique. Donc, effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut s'attaquer à la circulation automobile en tant que telle. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Je pense qu'il faut avoir l'ambition de baisser de 50% de la circulation automobile avec des stratégies de type zone à trafic limité, ce qui existe en Italie, qui marche depuis des années et des années, enfin des dizaines d'années. On a des centres-villes en Italie qui sont où la circulation automobile est fortement limitée puisqu'elle est dirigée sur les usages. Et c'est beaucoup plus juste comme mesure
que les ZFE. Parce que les ZFE, donc depuis quelque temps, on met en place ce qu'on appelle les zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est quand même réservé à ceux qui ont les moyens d'avoir des voitures peu polluantes. Et donc, les ZTL, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça travaille justement sur les usages. Je circule dans une zone que parce que j'ai une utilité ou j'ai absolument besoin de ma voiture. C'est le cas notamment des personnes à mobilité réduite. C'est le cas aussi, par exemple, des artisans. On sait que c'est très difficile de circuler pour les artisans et c'est une activité économique dont on a besoin. Et en fait, à partir du moment où on fait une ZTL, en fait, on fait des circulations motorisées dont on a besoin pour la ville et pas simplement des personnes qui sont seules dans leur voiture avec un autosolisme complètement délirant. Autosolisme, ça va, donc être seul dans sa voiture. Voilà, donc qui est quand même extrêmement important en Ile-de-France, qui atteint des records d'ailleurs assez importants. Donc je pense que c'est important de baisser la circulation automobile et je reviens aux alternatives et ça va profiter aux piétons. Puisqu'on sait qu'on a des conflits d'usage dont tu parlais. Maintenant, des rues qui deviennent trop petites, on ne peut plus élargir le trottoir et aussi faire de la livraison et aussi faire du bus et puis aussi faire du vélo. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où la ville, elle est contrainte, les rues ne sont pas extensibles. Et donc maintenant, il faut juste moins de voitures pour pouvoir laisser de la place aux autres, aux piétons, aux vélos. Et je rappelle aussi que sur le vélo, le boulot n'est pas fini. On a eu quand même la mort, il y a très peu de temps, d'un cycliste à Paris qui s'est fait assassiner par un automobiliste en SUV, qui s'est fait rouler dessus. Et on voit que ces conflits d'usage, cette question de la sécurité des cyclistes, elle est indispensable. Il faut la traiter en tant que telle. Et on a un gros problème de carrefour. Dans la ville, il faut qu'on arrive à avoir des carrefours qui soient beaucoup plus apaisés et sécurisants pour les cyclistes. C'est la condition sur laquelle on ne va pas revenir en arrière. Et ça me paraît indispensable de le garantir. Parce que voilà, c'est une façon de partager la ville et puis une ville cyclable, c'est ce dont on a besoin. Et peut-être je me permets une petite incise, mais en plus sur cette question des carrefours, il y a une inégalité de genre, puisque les carrefours sont beaucoup plus mortels pour les femmes à vélo qu'elles ne le sont pour les hommes. Donc il y a vraiment urgence sur cette question des carrefours et comment ils sont adaptés pour les vélos. Et effectivement, c'est une question aussi d'appréhension du risque. Il y a toute une histoire d'éducation qui me paraît indispensable. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le vélo, c'est aussi quelque chose qui fait que la mobilité est accessible. On parle beaucoup d'écologie sociale ici. Pour le coup, c'est vraiment un mode de transport qui est extrêmement accessible. Par exemple, et je mets un peu les pieds dans le plat, mais je préfère qu'on travaille sur le vélo pour les lycéens, pour les jeunes, pour les collégiens, pour les jeunes, plutôt que de leur offrir le pass Navigo. Je pense que c'est plus intéressant qu'ils se mettent au vélo, qu'on travaille justement sur le savoir rouler en ville, parce que ça leur donne les clés de leur autonomie et de leur liberté. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler sur ça plutôt que de dépenser des millions d'euros justement pour une gratuité des transports, là où ils peuvent marcher et faire du vélo. Et ces mobilités actives, c'est aussi un enjeu de santé. Je sais que ça t'intéresse, mais la sédentarité, c'est un vrai fléau. Et la marche et le vélo, c'est vraiment des outils efficaces pour lutter contre cette sédentarité qui bouffe les jeunes en ce moment, avec des problèmes de santé qu'on va payer, à mon avis, très cher par la suite. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des possibilités, par exemple, de prêt de vélo gratuit, comme ça a été expérimenté à Lyon pour les jeunes précaires. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, notamment sur les collégiens et les lycéens et les jeunes étudiants. Voilà, ça, c'est des mesures qui, à mon avis, qui font que le vélo, on va le voir aussi comme un outil d'autonomie et d'émancipation en ville.
Ça a été beaucoup prouvé, par exemple, aux Pays-Bas, où vraiment la jeunesse aux Pays-Bas, elle n'est pas du tout la même qu'on peut la vivre à Paris, où les gens sont très retranchés dans leurs appartements. Eux, ils sortent, et ils sortent entre amis, et ils font du vélo. C'est vraiment très impressionnant. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais dire aussi sur les questions de mobilité, qui sont aussi la question de la mobilité sociale. On sait très bien que à chaque fois, on dit mais on nous empêche de rouler en voiture, on est contre la banlieue. Il y a beaucoup de caricatures qui sont développées là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur une mobilité qui est plus juste. Donc, j'ai parlé des ZFE. Je pense qu'il faut aussi améliorer la tarification sociale des transports en commun, parce qu'avec la politique de Valérie Pécresse, les tickets de métro maintenant a beaucoup augmenté. Le pass Navigo, on va bientôt être à 100 € du pass Navigo. Donc les tarifications sociales sont indispensables pour faire de la justice et de la mobilité plus juste. Et tu parles aussi sur la question de la ZTL qui est parfois un peu contestée et sur l'aspect parfois vu comme antisocial de certaines mesures de mobilité. Mais la ZTL, comme tu le disais, par rapport à la ZFE, est concentrée sur les usages. Et donc, ça permet aussi d'intégrer les travailleurs à horaires décalés. Donc, ça permet aussi d'intégrer des personnes qui ont des métiers qui nécessitent de pouvoir avoir des adaptations, puisque l'idée, c'est bien, derrière ce terme technique de ZTL, d'avoir un dispositif qui permet vraiment de pouvoir, en effet, gommer ces effets. Et il y a la question aussi des personnes en situation de handicap. Donc, ça permet les personnes à mobilité réduite, la question des taxis. Ça permet d'intégrer un certain nombre d'usages de façon à faire en sorte que la ville reste accessible pour toutes et tous. Je ne sais pas si tu veux rajouter un point là-dessus. En fait, effectivement, quand on fait des ZTL ou quand on fait une carte multimodale, enfin, il y a plein d'autres, il y a des systèmes qu'il faut absolument expérimenter pour aller plus loin. On peut tout à fait définir des usages qui sont utiles. Donc, on parlait effectivement des PMR ou des artisans. Les travailleurs à horaire, mais ceux qui travaillent à horaire décalé, c'est typiquement les caissières, les infirmières, et je mets au féminin, hein, parce qu'il y a une majorité. C'est typiquement des métiers qui ont besoin, et sur lesquels il y a vraiment un échange à faire aussi avec des gens qui vivent loin de Paris, qui ont vraiment besoin de leur voiture pour accéder à Paris et travailler. Et dans ces cas-là, il est important que la ZTL les considère. Et c'est très simple, hein. Il suffit d'obtenir un laissez-passer, tout simplement, parce qu'on a un travail qui nécessite d'avoir sa voiture. Et ça se fait de façon très simple, puisque c'est un arrêté municipal et on décide qui a le droit de circuler et qui n'a pas le droit de circuler. Actuellement, la ZTL sur Paris-Centre, pour moi, elle est trop permissive. En gros, c'est bon, je vais au cinéma, c'est bon, je peux rentrer dans la ZTL avec ma voiture. Je suis désolée, pour aller au cinéma, pour aller dans le centre de Paris, pour aller au cinéma, on prend le RER, on prend le métro. Enfin, il y a de quoi faire, quoi. Et donc, je trouve qu'elle est trop permissive. Du coup, elle n'est pas assez efficace. Il faut qu'on ait de l'efficacité. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur les usages. Ça, c'est important. Et sur la question des personnes à mobilité réduite, on a un enjeu majeur sur le métro. Parce que le métro n'est pas accessible, c'est un scandale. On l'a vu au moment des Jeux paralympiques. Donc, il y a énormément d'investissements à faire. Il y a une espèce de partie de bras de fer avec la région et l'État. Tout le monde doit contribuer à rendre accessible le métro parisien. C'est un énorme chantier, mais il faut le faire. C'est une question, pour le coup, d'accès et de mobilité juste. Là, c'est indispensable d'entamer ces grands travaux-là. Et pour l'instant, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de promesses faites en l'air, et je pense que c'est pas responsable. Il faut vraiment qu'on s'engage là-dedans. Et je dirais que là, pour le coup, on irait vraiment vers une mobilité beaucoup plus inclusive.
Alors, il y a une question de Lucas qui dit: peut-on améliorer le prêt de vélo, Vélib? Alors, je ne sais pas si, Lucas, tu fais référence par exemple à des initiatives comme à Grenoble, où je ne sais pas si c'est la ville ou la métropole d'ailleurs à Grenoble qui loue des vélos au mois. Je ne sais pas si c'est ce type de dispositif auquel tu fais référence. Peut-être, Charlotte, tu as une réponse là, sur cette question? Alors, nous avons donc deux possibilités pour quand on n'a pas de vélo. On a le Vélib, qui marche mieux. Voilà, c'est pas non plus fou, mais ça marche mieux, disons-le. Et ça a très bien marché pendant les JO. Donc ça reste quand même une solution qui marche et qui répond à un vrai besoin et pour le coup qui est important. Et puis sinon, on a les Véligo. Ça, c'est les vélos de la région, donc en longue durée, et pareil, qui sont un service là pour le coup qui a toujours bien marché et qui est efficace, qui est plus cher. Et en fait, je pense que la vraie solution, peut-être dont parle Lucas, c'est la solution qui a été développée à la métropole de Lyon avec un prêt gratuit pour les jeunes précaires de vélos reconditionnés en plus. Donc on travaille en plus sur l'économie circulaire. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une mesure qui ferait vraiment du bien. Pareil, avec l'idée de dire que le vélo et la jeunesse, forcément, il faut qu'on investisse là-dedans et il faut absolument que les jeunes se mettent à faire du vélo parce que c'est la clé de leur autonomie et de leur indépendance. Il y a une question, on a besoin de libérer cet espace public, donc on a besoin d'aller vers la fin de la voiture individuelle à Paris pour retrouver de l'espace, y compris la question de comment on arrive à aussi permettre à faire sauter tout un tas de privatisations qui sont installées dans l'espace public, comment on fait mieux respecter les terrasses, la question de comment on enlève la pub dans l'espace public, comment on refait de la place. Donc ça, c'est important et notamment, ça permettra peut-être aussi de mieux séparer. Je crois qu'il y a un enjeu de séparer les flux de mobilité. Je ne sais pas si toi, tu as des propositions sur cette partie-là de comment on arrive à mieux séparer les flux de mobilité pour que les gens se sentent plus en sécurité. C'est des choses sur lesquelles vous avez pu travailler déjà ? Alors, il y a plusieurs types de rues à Paris. On a vraiment des toutes petites rues, des choses. Donc là, séparer les flux, ça n'a pas de sens. Donc là, on est plutôt justement à gommer les séparations, à pas faire des mini-trottoirs, puis des mini-pistes cyclables qui n'en font pas, etc. Vraiment travailler là-dessus. Et là, avec des vraies baisses de circulation automobile. Et je pense que le modèle des vélorues, et ce sont vraiment des très très bons modèles. On commence à en voir un petit peu dans Paris. C'est végétalisé en plus et ça permet vraiment de partager l'espace pour le coup et tout le monde va très très lentement. Ça, c'est le modèle petite rue, vélo-rue. Et puis après, il y a les grandes avenues où là, effectivement, il faut séparer les flux et il faut avoir des pistes cyclables protégées. Je rappelle que Paul Varry est mort sur une piste cyclable qui était à peine protégée, juste de la peinture, et ça, c'est un gros scandale. Donc, on ne doit plus avoir ça. Là, il faut vraiment protéger les flux. C'est pareil, on doit avoir des avenues avec des vrais trottoirs libérés du maximum de mobilier urbain qui l'encombre, à commencer par les panneaux publicitaires. Mais effectivement, il y a d'autres obstacles, objets qui encombrent et qui font aussi qu'on a des trottoirs qui sont parfois beaucoup trop petits. Et puis enfin, j'oublie pas que tu as fait mention, l'histoire de la privatisation de l'espace public. Il faut quand même revenir sur un truc. Hein. On ne peut pas avoir une ville bioclimatique avec autant de publicité et qui fait autant la promotion de la surconsommation. Il faut s'attaquer à la culture là, de l'ultra-consommation et du surtourisme. Parce qu'en fait, il faut savoir que le premier émetteur de gaz, la première émetteur dans l'empreinte carbone de Paris, c'est l'avion. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attaque à ça. La pub en fait partie, ça fait partie aussi de la qualité de l'espace public. Nous, on a des mesures 100%, mais pour la pub, c'est 0% pub. Il y a une question de Florimond sur que pensez-vous de la gratuité des transports en commun ? Alors, vous avez 2 heures. Pour le coup, je suis extrêmement contre. Alors, pourquoi ? Parce que
d'abord, il y a des grandes inégalités en Île-de-France. Et la gratuité des transports, en fait, ça veut dire que les plus riches ne vont pas payer et ne vont pas contribuer. Et ça me paraît juste une histoire de justice sociale qui me paraît évidente. Gratuité des transports, ça veut dire appauvrissement des transports, ça veut dire moins de transports. On a besoin d'exactement le contraire. On a besoin de plus de transports. Et on est actuellement dans une grave crise financière des transports en commun qui fait que le pass Navigo n'arrête pas d'augmenter. Nous, on cherche d'autres solutions pour pas que ça augmente. Mais si on retire la part de l'usager, là, c'est la catastrophe, c'est la faillite totale. Je le dis parce que on a étudié le sujet et voilà, je le dis avec beaucoup de gravité. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir plus de transport. Donc, c'est des services publics qu'il faut renforcer. En revanche, il faut la gratuité. Et là, je suis d'accord sur les plus précaires. Les tarifs sociaux sont insuffisants. Il faut absolument que les boursiers aient cette gratuité. Et en fait, c'est les tarifs sociaux qu'il faut mettre en place. Et je dirais que le meilleur politique pour moi, c'est encore Lyon. Lyon, les transports sont assez chers, mais il y a une vraie politique de tarification sociale et de tarification pour les familles. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est-à-dire une ville qui est plus juste, mais qui ne s'appauvrit pas en termes de transport en commun, parce que ça, pour le coup, c'est les services publics qui profitent à tout le monde. Merci. Alors, vous avez quelques secondes pour poser vos questions, le temps que je fasse le lien avec les dernières mesures de cette ville bioclimatique, parce que qui dit moins de voitures dit moins de stationnement. Et donc ça aussi, c'est un moyen de regagner de la place et de faire le pont avec la mesure que je porte aussi, qui est 100% de rues végétalisées, puisqu'on sait que la place de la végétalisation, là encore, que ce soit en termes d'impact climatique, en termes de rafraîchissement de la ville, en termes de désartificialisation et donc d'absorption des pluies, en termes de captation des pollutions, en termes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais de rafraîchissement aussi des rues. On voit bien que les rues où il y a une forte présence de végétalisation, la température est plus basse par rapport à des rues bétonnées, notamment le béton qui peut monter jusqu'à 50 degrés et faire effet, et qui, justement, la nuit, relâche cette chaleur qui fait qu'on arrive encore moins à rafraîchir la ville. Donc, cette place importante de la végétalisation et donc toute l'importance de réussir à faire en sorte que cette végétalisation, elle sorte des parcs, des jardins, qu'elle vienne dans chaque rue parisienne irriguée, j'ai envie de dire chaque rue parisienne jusqu'aux fenêtres, aux cours des copropriétés, et y compris qu'on puisse avoir de la végétalisation des bâtiments, des toits. Alors il faut partager entre énergie renouvelable et végétalisation les toits, il faut voir quelle est la stratégie, à quel endroit c'est plus utile de mettre de la végétalisation, à quel endroit c'est plus utile de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc, mais comment on arrive à faire en sorte que cette végétalisation, elle puisse envahir notre ville. Et là encore, quand on parle aussi de la biodiversité, réussir aussi à faire des réserves de biodiversité dans la ville, c'est-à-dire des espaces où il n'y aura pas d'activité humaine aussi. Je pense qu'il faut qu'on arrive à étendre et parfois sanctuariser, par exemple, je pense à certaines zones de la petite ceinture. Enfin, voilà, qu'on arrive aussi à avoir ces cœurs d'îlots pour qu'on puisse retrouver, permettre à la biodiversité on est quand même dans la 6e extinction massive de biodiversité, et la biodiversité a sa place aussi dans une ville comme Paris. Donc voilà, comment on peut réussir à continuer à faire cette transformation, et avec le dernier pilier qui est aussi la question des écoles 100% bioclimatiques, puisqu'on sait que l'école, c'est un peu le cœur de nos quartiers, on va dire de nos villages à Paris, mais c'est le cœur de nos quartiers, et transformer ces écoles pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse à la fois avoir de la rénovation énergétique, la végétalisation, quelque chose aussi que j'ai beaucoup porté dans le plan de santé environnementale, comment on bannit les polluants de nos écoles pour mettre en place une garantie de santé environnementale, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un peu une vision politique en silo. Et la plus-value des écologistes, c'est aussi d'avoir cette vision à 360 degrés. On le voit ce soir, comment à chaque fois, on réussit à lier ces enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux aussi
de vivant au sens général. Alors, je sais bien que le terme de vivant fait débat, mais tu l'as très bien souligné. En fait, un des piliers dans la pensée de l'écologie politique, c'est la lutte contre toute forme de domination et toute forme d'oppression. Et donc, comment on arrive à avoir cette vision à 360 degrés? Et on voit que là, on est dans des vraies mesures de rupture, où peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à complètement faire un choix. Et ben, aujourd'hui, dire qu'on va libérer Paris de la voiture individuelle, c'est un choix de rupture qui va nous permettre d'atteindre cet objectif que jusqu'à maintenant, les majorités qui sont portées aujourd'hui par le PS et dans lequel nous contribuons, mais avec des socialistes à la tête de Paris. Demain, en fait, avec des écologistes à la tête de Paris, c'est une vraie politique de rupture parce qu'on assume 100% de végétariens dans la restauration publique, parce qu'on assume de libérer Paris de la voiture individuelle, parce qu'on assume de mettre en place 100% d'énergie renouvelable et de se libérer des lobbies, du fossile, du nucléaire et des lobbies aussi. On voit comment Total essaye souvent de revenir par une fondation, par ceci, cela. Et donc, voilà, tous ces enjeux sont liés. Et c'est comme ça qu'on arrivera, on n'a pas le choix aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment réussir. Faut sortir du déni. Les études scientifiques sont là. Paris 50 degrés, ça va arriver très vite. C'est pas une question de génération future, c'est une question de génération actuelle. Et donc, il est grand temps de mettre un coup d'accélérateur. Et tu as fait de la corrélation. Je pense que la corrélation, elle fonctionne. Plus il y a d'écologistes, et quand les écologistes, le seul moyen d'avoir un Paris qui résiste à 50 degrés, c'est d'avoir des écologistes à la tête de la mairie de Paris. Voilà pour la conclusion. Merci beaucoup.